Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans 20h la culture. Nous recevons ce soir le réalisateur Anthony Cordier et son comédien Félix Moati pour le film Gaspard va au mariage. Demain dans les salles, tout le monde s'accorde à en faire le film le plus étonnant et le plus charmant de ce début d'année. Ils nous emmèneront dans leur parc zoologique familial. Mais tout d'abord, le grand rendez-vous de Canal+. Ce soir à 21h, 20h50 très exactement, c'est le second volet d'Exode. Et nous accueillons notre camarade Diego Buñuel, David. C'est le second volet d'un documentaire qui avait fait l'événement quand il avait été diffusé il y a 2 ans sur Canal+, puisqu'il avait une originalité, hormis son sujet grave et dramatique. C'était une particularité de réalisation. Vous aviez, enfin le réalisateur, James Blumell, avait offert à des migrants des portables pour qu'ils puissent filmer des séquences de cet exil, de leur déplacement, et ça avait donné au final un documentaire incroyable. Et là, c'est le deuxième volet, parce que vous avez décidé de les suivre, Diego Buñuel, qui est là pour nous en parler. Qu'est-ce qui fait qu'il y a pu avoir un suivi, justement, que vous ne les avez pas perdus dans la nature, ces gens qui venaient d'Afrique, ces gens qui venaient d'Afghanistan ou de Syrie? Mais rien que ça paraît incroyable. Non, mais ce qui fait l'originalité de ce film, et de ces deux films d'ailleurs, c'est le fait qu'on a été capable de les suivre depuis leur point d'origine jusqu'à leur arrivée, jusqu'à leur destination finale. Parfois des tournages qui ont mis 18 mois à se faire. Et ce qui est formidable, c'est qu'on parlait de sujets graves. Pour moi, ce film n'est pas un sujet grave. C'est un sujet grave, bien sûr, dans l'actualité, mais c'est surtout un film sur l'incroyable résilience de l'être humain, cette capacité qu'ont des hommes, des femmes, des enfants à tout subir, tout traverser, et pourtant arriver de l'autre côté et se reconstruire. Et c'est ça qui fait, pour moi, la grande force de film, d'ailleurs, qui a gagné un International Emmy Awards à New York en novembre dernier, c'est cette qualité de l'histoire qu'on raconte. Et moi, au documentaire à Canal+, c'est ce qui m'a toujours passionné, c'est de se dire comment est-ce qu'on va raconter la meilleure histoire et la mettre en scène le mieux possible. On est avec des gens de cinéma ici, et moi j'en ai assez de voir au cinéma basé sur des faits réels. Oui. Donc j'ai décidé de prendre les techniques de cinéma pour en faire des grands documentaires sur Canal, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. On va regarder la bande-annonce et on parlera justement de la détermination et de l'espoir qui est porté par ces gens. انت هربت على اساس من الموت احنا حكينا محظوظين. Refugees go home. میگن کسی که قاچاق ما وارد یک کشور دیگه میشه جرم میکنه. از نظر من که فکر نمیکردم که جرم کنم. Europe either gave me a life or death. Alors on va retrouver des migrants qui étaient présents dans le premier documentaire. Il y en a des nouveaux. Mais dites-nous ce qui leur est arrivé à ceux que vous avez suivis, ceux auxquels vous avez donné ces portables pour qu'ils filment leur exode. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a des parcours tous différents? Alors, les parcours sont très différents, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1 an et demi, les frontières étaient encore ouvertes. Il n'y avait pas de convention spécifique entre l'Europe et la Turquie, par exemple, ou l'Europe et l'Afghanistan. Aujourd'hui, ceux qui ont pu rentrer, je dirais, il y a 1 an et demi, sont sains et saufs, puisqu'ils sont en Allemagne, en Angleterre, ou même en France, bien sûr, qui se sont intégrés, qui sont à l'école. C'est le cas de Isra, qui est une fille qui a 11 ans, 12 ans maintenant, mais qui est un personnage formidable. Mais la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est complètement fermée. Mais fermée, les murs ont été dressés à plusieurs frontières. Et donc, il y a toute cette nouvelle vague de migration qui continue à arriver, puisque c'est les plus grands mouvements de population depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Hein, donc, c'est une crise majeure. Et donc, ces gens sont arrêtés, se retrouvent en Grèce, se retrouvent en Hongrie, en Serbie. Et c'est beaucoup de ces destins qu'on suit, et aussi au Maroc, bien sûr, avec les enclaves de Melilla et les 2 enclaves espagnoles qui m'échappent au Maroc. Et donc, c'est absolument fascinant de voir la différence entre le premier film et le deuxième film, puisque tout d'un coup, là, il y a un arrêt absolu qui est donné aux migrants. Et c'est cette difficulté qu'on arrive à retransmettre dans le film. Ouais. Et comment vous expliquez, c'est une des vertus du documentaire, c'est qu'on les voit, ils sont portés par l'espoir, ils sont portés par la volonté, ils ont une énergie folle. Et de l'autre côté du mur ou de la frontière, ils sont vus comme les symboles d'un drame, les symboles d'une perte de liberté pour les Européens, mais on ne les voit pas du tout comme des gens en quête de liberté. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'Europe a changé politiquement aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un refus de l'étranger, une forme de xénophobie qu'on voit très bien dans le film aussi. Pardon, je vous interromps. Je vous laisse terminer. Non. Et donc, ce qui est intéressant pour moi dans ce genre de film, c'est que quand vous marchez dans la rue et que vous voyez
une personne d'Afrique subsaharienne qui est en train de vendre quelque chose ou un mec sous un pont, etc., etc. Imaginez le parcours, mais c'est Indiana Jones, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il a traversé les pays à pied, les déserts, la mer, les montagnes, la neige, pour arriver jusqu'à nous. Et donc, quand vous avez des gens qui sont prêts à faire de tels efforts, des efforts si surhumains, maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un problème de politique migratoire. Oui, certainement, oui. c'est un problème politique à gérer. Mais ces gens-là ont une force incroyable. Alors les enclaves, on les a retrouvées, hein, c'est Melita et Ceuta. Voilà, c'est ça, pardon. Voilà, je pratique les oreillettes. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est le... Comment ont-ils accepté de jouer le jeu? C'est la question qu'on a envie de poser au réalisateur du film. Et parce qu'il y a aussi des moments d'un naturel incroyable et où on voit par exemple des familles qui se séparent même ce suivi encore aujourd'hui. Enfin voilà. Mais je crois que c'est très troublant ce qu'ils ont accepté de faire. Absolument. Et le témoignage qu'ils nous transmettent. Absolument. Mais je crois que la réalité aujourd'hui, c'est que ce sont des gens qui ont conscience du destin qu'ils ont décidé de prendre en main, du drame de leur pays, puisqu'on parle de Syrie, on parle d'Afghanistan. Vous voyez la catastrophe qu'il y a en Afghanistan en ce moment entre les talibans et Daesh qui sont en train de se rivaliser en termes d'attentats, alors que l'Europe a passé des accords avec l'Afghanistan en disant maintenant c'est OK, vous pouvez tous retourner là-bas. Beaucoup de Syriens sont rentrés, beaucoup d'Afghans ont été rejetés. Voilà, ont été rejetés. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là se rendent compte de la force de leur témoignage. C'est-à-dire qu'ils ont accepté d'abord qu'on les filme, absolument très facilement, qu'on les filme, et souvent à des moments clés, c'est-à-dire avant de traverser la Méditerranée où ils avaient un risque vraiment de mort, ou dans des moments de danger absolu, ils ont dit filmez-nous, racontons-nous notre histoire, sinon on n'y arrive pas. Et je crois que c'est cette force-là qui est extraordinaire dans le documentaire, c'est l'immédiateté de l'émotion et le temps qu'on a pris pour les filmer. Parce que c'est pas des gens qu'on est venus, on a fait 3 coups de caméra et on est parti. C'est des gens qu'on a suivis depuis 1 an, 2 ans. Et c'est ça qui est formidable. Peut-être que ce film et peut-être que ces téléphones qu'on leur a distribués étaient aussi leur assurance vie. D'une certaine façon, mais la réalité, c'est que on leur expliquait clairement qu'on ne pourra pas vous sauver, on ne pourra pas vous aider. Parce que d'abord, on suivait 70 personnes différentes lors du premier film, donc c'était pas possible. Mais c'était important de leur dire, voilà, on vous donne ça, c'est pour vous. Quand nous, on ne pouvait pas les filmer, eux continuaient à raconter leur histoire. Et c'est à 20h50 ce soir 20h50 sur Canal+, dans cette série de grands documentaires dont vous vous occupez depuis plusieurs années. Alors dites donc, on va au parc zoologique avec Gaspard? Oui, j'ai amené un des goodies du film. J'ai un petit ours, Gaspard va au mariage. À mon avis, c'est le film qui va le plus surprendre en ce début d'année parce que il mélange évidemment un ton qui est nouveau, des choses qui nous concernent tous, c'est-à-dire les histoires de famille et de fratrie, mais qui met là-dedans de la sueur, des odeurs, des muqueuses, ce côté tactile qu'il y a dans les familles, les bains qu'on prend ensemble, les engueulades, les cheveux qu'on se tire. Et c'est ce qui lui donne toute son énergie. Et comme ça se passe dans un zoo, et c'est la particularité, il y a évidemment une première question qu'on peut poser au réalisateur, c'est est-ce que vous pensez que les familles sont des tribus pire des colonies de singes ou des troupeaux de girafes? C'est-à-dire que le sujet l'imposait, quoi. Dès l'instant où on a eu l'idée de tourner dans un zoo, on a vu tout de suite quelles étaient les possibilités qui s'ouvraient. Et on a vu tout de suite qu'on pouvait écrire des personnages qui allaient être un peu différents, un peu plus singuliers, plus forts, plus marrants, justement en se rapprochant des animaux. Et à chaque fois qu'un personnage débarque dans le film, qu'il a sa première scène, il est en rapport avec un animal. C'est l'idée du zoo qui est l'initiation du scénario Pas vraiment, mais c'est le déclic. Voilà, l'idée, c'est de faire un film de famille, aussi une comédie romantique avec Félix. Mais en même temps, on voulait que ce soit une proposition qui soit un peu singulière, un peu différente des autres. Et dès l'instant où le zoo est arrivé, on s'est dit, voilà, on peut faire un film qui ne ressemble pas aux autres. Alors, on va regarder la bande-annonce. Ensuite, on parlera de la présence animale de Gaspard Moati à l'écran. Je veux que vous veniez avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. T'es avec elle depuis longtemps? Assez, ouais. Tu te rends compte de la chance que t'as eue, quand même? Grandir dans un zoo. T'es fait pour le zoo, et là de ça, tu gâches ta vie, là. Mais t'es où, toi, putain? Moi, je suis là tous les jours! Est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres dans cette famille? Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car le plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille.
Qu'est-ce que ça change pour vous, Gaspard Moati, Félix, pardon, Gaspard, c'est son Félix, je personnage. mélange les deux. Mais c'est normal. Félix, C'est même Félix rassurant, Moati. d'ailleurs. Enfin, moi, le personnage me hante toujours. Qu'est-ce que ça change de jouer avec des animaux dans un environnement comme ça, parce que vous n'avez pas uniquement des humains comme partenaires, quoi. Ah oui, effectivement, ça rend peut-être plus alerte en fait. Ça, on est toujours en éveil parce que moi déjà c'était un environnement que je découvrais quoi, parce que je suis plutôt quelqu'un d'urbain et tout ça. Donc là je découvrais un environnement qui ne m'était pas familier, donc ça me mettait dans un état d'inquiétude et du coup d'écoute avec mes camarades acteurs. Voilà. Vous avez joué avec les corps, Anthony, vous vous êtes amusé, on voit beaucoup d'hommes et de femmes nus, mais ce ne sont pas des nus érotiques, c'est des nus de proximité, c'est des nus de transpiration, c'est les nus où on doit se supporter dans la famille. Vous savez, quand le père ou la mère traverse l'appartement et qu'il est à poil, les enfants gueulent, etc. Il y a ça dans le film qui rend les choses encore plus tendres et plus réelles. Oui, c'est vrai que dans les familles, il y a toujours beaucoup de promiscuité, comme vous le disiez. Là, il y a en plus la promiscuité avec les animaux. Donc voilà, il y a une forme de confusion qui les prend tous. Et moi, l'expression du physique, de la nudité, ça m'intéresse. De manière générale, je ne vois pas pourquoi le cinéma devrait tenir ça de côté. Donc je demande beaucoup aux acteurs. Il y a quand même un côté complètement loufoque. Il y a cette jeune fille, on ne va pas tout raconter, mais qui se prend pour un ours et qui vit avec sa peau d'ours en permanence. Et avec l'odeur. Ouais, avec l'odeur. Ça vient d'où? Oui, c'est Christa Terré qui pue, ouais, exactement. C'est le zoo, encore une fois. C'est-à-dire qu'on pouvait inventer ce personnage de post-adolescente qui, peut-être un peu pour embêter sa famille, vient à table avec sa peau d'ours. Il y avait peau d'âne et maintenant il y a peau d'ours. Il y a eu peau d'âne, mais peau d'âne, en fait, à l'origine, c'est un conte. Vous êtes le papa de peau d'ours. C'est un conte où c'est peau d'ours, en fait. C'est l'inverse. Et c'est aussi, Gaspard Félix Moati, une réflexion sur la famille. Est-ce que c'est la famille qui enferme ou est-ce que c'est la famille qui libère? C'est vraiment, on marche sur deux jambes là. En tout cas, c'est un film sur l'impossibilité de la fuir totalement, cette famille. C'est-à-dire, on a beau s'enfuir un peu pendant quelques années, parce que c'est le fils qui revient dans sa famille après une longue absence, quoi. Et il est obligé de s'y confronter. Il arrive à s'y confronter grâce à Laetitia Doche, Laura, qu'au début, je rencontre dans un train, comme ça. Et en fait, on tombe, c'est une trame de comédie romantique, on tombe follement amoureux l'un de l'autre. Et grâce à elle, j'arrive à me confronter enfin à ma famille. Voilà. Puis il y a le père. Le père, il n'est pas piqué des vers. Il prend des bains tout nus avec, vous savez, ces poissons qui mangent les peaux mortes et tout ça, c'est dégueulasse. Et alors, il prend donc son bain à poil dans son aquarium et puis les enfants écoutent, c'est un conseil de famille. Comment ça germe une idée aussi starbée dans l'esprit original d'un réalisateur? On travaille sur ses faiblesses aussi. Par exemple, moi, je ne saurais pas mettre en scène des gens autour d'une table sans que ça bouge, sans qu'il y ait quelque chose d'un peu marrant. Donc je suis obligé d'aller chercher des idées un peu originales. Et encore une fois, le zoo permet ça. On se dit qu'en fait, quand le père va arriver, c'est quoi son lien avec l'animalité? Et là, en l'occurrence, il avait besoin de se laver de ses péchés un peu, quoi, parce que il est un peu infidèle, il est très coureur, très cavaleur, très flambeur, et donc il faut qu'il se baigne pour se laver de tout ça. Il y a la question de l'héritage aussi, Félix, qui m'a rappelé un autre film, le dernier film de Clapiche, Tout ce qui nous lie, où les enfants se demandent s'ils vont reprendre l'exploitation des parents et refaire du vin, ou finalement tout vendre. Cette question de l'héritage familial, c'est quelque chose qui vous a parlé à vous pendant le tournage? Moi, je pense que ça parle à tous ceux qui ont des parents, de toute façon. Mais non, mais c'est vrai, oui, évidemment que ça me touche, moi. Le rapport au père, le rapport au frère, le rapport à la sœur. Qu'est-ce que ça veut dire de tout faire pour être le préféré de ses parents, et qu'est-ce que ça veut dire de perpétuer le nom de son père? Voilà, moi ça c'est des... Mais je crois que Coppola en parlait bien avant moi, par exemple, dans le Parrain. Chez les Buñuel, on doit avoir aussi un avis sur la question. Aussi. Je ne veux pas vous porter malchance, mais il se trouve que le film arrive précédé d'une réputation formidable. Il y a un enthousiasme exceptionnel qui l'entoure. Et on parle à chaque fois de charme, de grâce, de comédie, mais avec un substrat très particulier. Alors, comment vous vivez cette veille pour un metteur en scène, des premières entrées, et de savoir si un film va être ou non un succès? Je suis très étonné en fait, parce que le film a failli ne pas se faire, c'était difficile à monter. On a mis de nombreuses années avant de réussir à le monter, donc c'est assez émouvant de voir qu'il existe et de voir qu'il est très bien reçu, et sur un éventail très large en fait, donc, évidemment le public, mais sur une presse à la fois très populaire et un peu plus intello. Donc quand on est cinéaste, de pouvoir réussir à toucher un peu tout le monde, et pas seulement toujours la même élite, c'est le plus important. Quelle tête ils font les producteurs quand on leur annonce un film où il y aura des pères à poil, des enfants qui prennent des bains ensemble à passer 25 ans, et avec tout ça dans un zoo? Les producteurs sont très conservateurs ils ont vu Happy Few et ils continuent? Non, ça dépend des producteurs, effectivement, il faut trouver le bon. C'est vrai qu'il y a tous ceux qui disent « Ah oui, non mais c'est pas possible, le frère et la sœur, ils sont amoureux, je ne ferai jamais ça. Ah non, mais une fille qui porte une peau de bête, ça n'existe pas. » Et puis en l'occurrence, le producteur que j'ai trouvé, lui, il a dit « C'est une
un film de famille. C'est drôle, c'est formidable, on y va. Il a tenu sur 7 ans. Quoi. Donc ce zoo existe vraiment. Le zoo existe vraiment. Voilà, c'est le parc du Reynou qui est à côté de Limoges. Et la maison du film, elle est vraiment dans ce parc-là. Félix, on n'a pas parlé des filles, elles sont formidables. Hein. C'est à vous de dire que les actrices sont dingues dans ce film. J'ai une autre fille formidable qui arrive. Je ne veux pas vous brimer, mais... Alors, merci infiniment Félix Moati, Anthony Cordier. Gaspard va au mariage sort donc demain dans les salles. Et puis nous, ce soir, on a rendez-vous dès 20h50 avec Exode, l'Odyssée continue. Merci Diego Buñuel d'être venu nous parler de ce second épisode, en quelque sorte, dans l'émission.